Quand quelque chose comme cela se produit, beaucoup de gens se demandent qui va en tirer profit, qui bénéficie de ce genre d'activité. Et quand on se souvient des années 1950 en Irak, ils ont mené le même type d'attentat contre le peuple juif là-bas. À cette époque, ils essayaient de forcer les Juifs à partir. Enfin, vous savez, on dit maintenant que nous comprenons ce qui se passe en Israël. On parle du fait que les Juifs en Israël ne sont pas en sécurité. Mais c'est le contraire de ce que prétend le gouvernement de Netanyahou, qui affirme que tout va bien et qu'il fait beaucoup pour le peuple juif en Israël. Mais veulent-ils vraiment rendre la situation des Juifs de la diaspora, les Juifs d'Australie et d'autres pays, plus précaire, même dans des endroits comme l'Australie, afin qu'ils aient le sentiment qu'ils doivent aller en Israël? Et voici ce qu'Evi Shalem, l'historien israélien, a dit à propos de ce qui s'est passé en Irak. Avant l'émergence de l'État d'Israël en 1948, un grand nombre de Juifs vivaient dans le monde arabe, environ 800 000. Il y avait des Juifs au Liban, en Syrie, en Égypte et en Irak. La communauté juive d'Irak était la plus ancienne, remontant à 2 millénaires et demi. C'était la plus prospère, la plus réussie et la mieux intégrée dans la société locale. Avant 1948, il y avait des Juifs dans tout le monde arabe, et la coexistence entre musulmans et Juifs n'était pas un rêve lointain. C'était la réalité quotidienne. Juifs et Arabes vivaient côte à côte jusqu'à l'arrivée du sionisme. Ma famille et moi étions des Juifs arabes. Nous parlions arabe à la maison. Nous ne parlions aucune autre langue. Notre culture était une culture arabe. Notre nourriture était la plus délicieuse, la plus épicée de la cuisine moyen-orientale. Ce n'était pas de la cuisine européenne. Donc, en tout sens du terme, nous étions des Juifs arabes. Nous, les Juifs arabes, avions bien plus en commun, sur le plan linguistique et culturel, avec les non-Juifs qui nous entouraient. Nous avions bien plus en commun avec eux qu'avec les Juifs d'Europe de l'Est. En mars 1950, le Parlement irakien adopta une loi stipulant que tout Juif souhaitant quitter le pays était libre de le faire. Ils avaient 1 an pour s'enregistrer afin de partir avec un visa aller simple. Peu de Juifs s'enregistrèrent pour partir au début. Mais l'année suivante, 5 bombes explosèrent dans des lieux juifs à Bagdad, provoquant la panique et contribuant à précipiter l'exode vers Israël. Yosef Basri, un avocat de 28 ans et ardent sioniste, était responsable de 3 des 5 bombes. Son supérieur était un officier du renseignement israélien, nommé Max Binet, qui lui donnait les ordres et le TNT. En 1950, il y avait environ 135 000 Juifs en Irak. À la fin de 1952, il n'en restait qu'environ 10 000 et 125 000 étaient partis en Israël. Nous avons quitté l'Irak en tant que Juifs et sommes arrivés en Israël en tant qu'Irakiens. Le problème, c'est qu'Israël prétend être l'État des Juifs. Il prétend parler au nom de tous les Juifs, partout. Le sionisme est une affaire ashkénaze. Cela n'a rien à voir avec. Je pense qu'Israël aujourd'hui et Netanyahou sont dans la même situation. Ils essaient d'agir selon ce que l'histoire nous enseigne. Quelle est votre analyse, professeur Marandi? Eh bien, encore une fois, je veux simplement répéter que je ne dis pas que le régime israélien est derrière tout cela. Mais s'il y a quelqu'un qui en tire profit, comme vous l'avez mentionné il y a quelques minutes, ce serait le régime israélien. Maintenant, il se peut simplement que ces 2 hommes, ce père et ce fils, en raison de leur idéologie wahhabite ou salafiste extrémiste, l'idéologie takfiri, en soient venus à la conclusion qu'ils pouvaient simplement massacrer des gens ordinaires. Et c'est ce qu'ils font en Iran. C'est ce qu'ils font lorsqu'ils attaquent l'Iran. C'est ce qu'ils font lorsqu'ils attaquent l'Irak. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils ont fait en Syrie avec l'aide des services de renseignement occidentaux.
Ils ont agi ainsi pendant 13 ou 14 ans. Et vous savez, Erdogan était la personne clé qui coordonnait ces militants takfiris. Et bien sûr, le financement provenait principalement du Qatar. Enfin, il venait de toute la région du Golfe Persique, mais surtout du Qatar, en particulier dans les dernières phases. Donc cela pourrait simplement être dû à cette idéologie. Mais si nous devions nous interroger sur le fait que ce soit plus que cela, alors évidemment, le pays qui vient à l'esprit, le régime qui vient à l'esprit, c'est le régime israélien. Ils l'ont déjà fait. Ils ont, vous savez, tué des Juifs. La directive Hannibal consiste à tuer des Juifs. Nous l'avons vu le 7 octobre, lorsque, selon certains, ils auraient tué des centaines des leurs pour éviter qu'ils ne soient faits prisonniers en vue d'un échange. Ils ont déjà appliqué la directive Hannibal à Gaza, lorsque des soldats du régime israélien ont été capturés. Et bien sûr, un régime qui commet un génocide, un régime sans aucune limite morale, qui massacre des enfants chaque jour. En ce moment même, chaque jour, il tue à peu près le même nombre de personnes que celles assassinées en Australie, à Gaza, chaque jour, pendant ce soi-disant faux cessez-le-feu. Chaque jour, il tue des Palestiniens. Hier, ils ont tué 3 citoyens libanais. Je n'ai pas vu les nouvelles aujourd'hui, mais ils tuent des Libanais chaque jour, même s'il y a un cessez-le-feu. Et les garants occidentaux restent complètement silencieux parce qu'ils sont complices. Et à Gaza, ils empêchent la nourriture d'entrer. Lors de la récente tempête, des nourrissons sont morts de froid à cause des températures glaciales, et ils sont bombardés chaque jour. Ils n'ont donc aucune règle, aucune boussole morale. Il est clair qu'ils peuvent tout faire. Mais encore une fois, cela ne veut pas dire qu'ils l'ont fait. Pourtant, si l'on veut aller au-delà de ces deux personnes, le premier endroit où il faudrait regarder, c'est le Mossad. L'autre chose, vous avez mentionné le cas de la Syrie. Nous savons qu'il semble qu'une faction de l'État islamique en attaque une autre là-bas. L'objectif principal, dans l'ensemble, est de balkaniser la Syrie. Ils le font et ils veulent le faire officiellement. Ils veulent diviser la Syrie en différentes régions. Quelle est votre compréhension de ce qui se passe en Syrie? Et dans quelle mesure ce qui s'y déroule est-il lié au gouvernement turc, au gouvernement d'Erdogan? Et dans quelle mesure cela vient-il d'Israël et des États-Unis? Eh bien, Erdogan et le Qatar ont vraiment fait le plus pour détruire la Syrie parmi les régimes régionaux. Ils l'ont fait en alliance avec les Israéliens et les Américains, et maintenant ils ont créé une catastrophe pour tout le monde. La Syrie se dirige vers la désintégration. Elle est en train d'être balkanisée. Il était évident que cela allait arriver. Le salafisme ne tolère aucune vision du monde différente de la sienne, y compris l'islam sunnite, y compris l'islam soufi. Alors, que se passe-t-il automatiquement quand on a un terroriste comme Jolani à Damas? Les minorités, toutes, celles qui sont traditionnellement laïques, celles qui sont des sunnites modérés, toutes sont en danger. Et bien sûr, ces gens-là, vous savez, n'ont absolument aucun intérêt à élaborer une constitution ou à organiser des élections. C'est un régime auquel ils vont s'accrocher. Il n'y a aucun projet d'élection. Et le représentant américain, Barak, qui est aussi l'ambassadeur en Turquie, et bien sûr un ami d'Epstein, nous avons vu le tweet où Epstein lui demandait d'envoyer une photo de lui avec un enfant pour qu'il puisse sourire. Cette créature méprisable, l'ambassadeur en Turquie, parle d'une Syrie forte, mais en réalité, ce qu'il cherche à faire, c'est détruire la Syrie. En soutenant Al-Qaïda en Syrie, il veut que le pays implose. En fait, il a récemment parlé de la Syrie et du Liban, affirmant en substance que le Liban et la Syrie devraient appartenir à la Syrie.
Il ne cherche qu'à créer la division. Il veut provoquer une guerre entre la Syrie et le Liban pour causer encore plus de destruction. Pourquoi? Parce que c'est ce que veut Israël. Quiconque pense que les intérêts des États-Unis en Asie occidentale diffèrent de ceux du régime israélien sur les questions essentielles se trompe lourdement. Et ceux qui ont soutenu la sale guerre en Syrie, les régimes de notre région, savaient que cela se faisait à la demande des États-Unis et au profit du régime israélien. En raison de leur immense richesse, en particulier le Qatar et d'autres pays de la région du Golfe Persique, mais surtout le Qatar, ils ont bâti un empire médiatique, non seulement avec leurs propres chaînes, mais aussi avec celles qu'ils financent, ainsi qu'avec des centres culturels et religieux. Les Saoudiens et d'autres ont fait la même chose. Ils ont utilisé ces plateformes pour promouvoir le sectarisme, la haine religieuse et pour soutenir des groupes extrémistes. Beaucoup de gens ont été trompés. Ils se sont alliés aux Américains et ont soutenu ce complot américain contre la Syrie. Et bien sûr, le résultat final que nous voyons aujourd'hui est exactement ce que Saïd Hassan Nasrallah prédisait il y a des années. C'était clair comme de l'eau de roche. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de ces personnes qui ont été influencées par ces médias et ces institutions religieuses commencent à voir la réalité. Les plus raisonnables, ceux qui observent maintenant ce qui se passe en Syrie. Ils comprennent que le wahhabisme, le salafisme et ces groupes terroristes sont tous nuisibles aux intérêts de notre région, aux intérêts du monde islamique. Et l'Occident attaque sans cesse l'islam et les musulmans à cause de ces groupes terroristes, à cause de ces extrémistes. Les mêmes extrémistes qu'il a contribué à créer, les mêmes extrémistes qu'il a soutenus en Libye. Ils ont soutenu ces groupes terroristes pour renverser le gouvernement libyen. Et l'attentat de Manchester, lors d'un concert où ils ont tué, je crois, une vingtaine de jeunes Britanniques qui étaient là. Le terroriste avait des liens avec la Libye. Donc vous savez qu'il ait agi seul ou qu'il ait été manipulé, cela pourrait, si l'on considère le scénario le plus favorable, être un effet boomerang. Leurs politiques insensées de soutien à ces groupes terroristes se sont retournées contre eux. Mais pire sinode serait Hain à l'une de ces agences. Voilà ce que nous voyons avec le 11 septembre. Pendant des années, j'ai moi-même été très sceptique envers ceux qui disaient que le 11 septembre impliquait plus que ces 19 personnes. Mais ces dernières années, j'ai vu quelques extraits de la série en 5 parties de Tucker Carlson. Je ne l'ai pas vu en entier, peut-être une partie et demie, la première, et environ la moitié de la deuxième. Mais d'après ce que j'ai vu, il est clair que plus que ces 19 personnes étaient impliquées, car certains ont vendu des actions de compagnies aériennes et de banques juste avant l'attentat. Donc des gens étaient au courant, mais le gouvernement américain refuse de révéler leur nom. Et bien sûr, il y avait ces personnes qui filmaient, apparemment liées à Israël, au régime israélien, comme certains le disent, celui qui construit des colonies. Encore une fois, je ne suis pas très familier avec les événements qui entourent cela, mais le fait est que ces groupes sont fortement infiltrés et qu'il y a des personnes ayant un intérêt particulier à les utiliser en Occident comme des outils. Donc, que ce soit en Australie ou à Manchester, il y a des années, il y a deux façons de voir les choses. Soit il s'agissait simplement d'une ou deux personnes menant une attaque. Dans ce cas, c'est un effet de retour. Soit ces personnes étaient liées à des agences de renseignement. Et si c'était le cas, alors évidemment, ce sont les mêmes agences de renseignement qui travaillent avec eux depuis des décennies.